Ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode de la nouvelle série de podcasts consacrée à une bataille rarement documentée, la bataille médiévale de Narbonne, ou plutôt le siège de Narbonne en 737 qui oppose Charles Martel aux musulmans 5 ans après la fameuse bataille de Poitiers. Les aspects particuliers de ces affrontements ont été souvent confisqués au profit d'un récit galvaudé servant une idéologie nationaliste de la France. Mais nous allons explorer un peu plus en profondeur que d'habitude, et cela nous permettra de mieux comprendre le contexte des affrontements entre Charles Martel et les armées musulmanes. Nous sommes en 737. Charles Martel vient d'entamer une grande campagne dans le sud de la Gaule. Son but est clair, ôter aux troupes d'Al-Andalus leur principale base au nord des Pyrénées, Narbonne, qu'ils ont rebaptisée Al-Bouna. Mais le chef franc sait que la tâche ne leur sera pas facile. La cité est ancienne, fortifiée et tournée vers la mer. Un siège s'annonce. Après sa victoire à Avignon, Charles Martel dirige son armée vers la Méditerranée. Les chroniqueurs racontent qu'il traverse le Rhône, puis avance à travers le Languedoc en suivant l'ancienne voie romaine, la Via Domitia. Son armée est redoutée. Des cavaliers lourds, des fantassins expérimentés et surtout une organisation militaire solide, héritée de ses réformes. À chaque étape, il cherche à affaiblir la présence andalouse. Les Francs prennent Avignon, puis Arles et ravagent plusieurs points d'appui ennemis avant d'atteindre Narbonne. Quand les troupes franques arrivent devant la ville, elles la découvrent bien préparée. Les fortifications, héritées de l'époque romaine, sont entretenues et imposantes. La garnison musulmane venue d'Al-Andalus est disciplinée et dispose de vivres. Surtout, la cité est ouverte sur la mer. Un canal relie ses murailles à un port naturel, permettant d'être ravitaillé par bateau depuis la péninsule ibérique. Autrement dit, Charles Martel peut encercler la ville par terre, mais pas par mer. Alors le siège risque de durer. Il sait que son armée ne peut pas rester indéfiniment loin du nord. Pendant que les Francs installent leur position autour de Narbonne, le gouverneur d'Al-Andalus, le Wali, envoie une armée de secours depuis l'autre côté des Pyrénées. Ces troupes traversent la Catalogne, puis la côte du Roussillon, et avancent vers Narbonne pour briser le siège. Mais Charles Martel apprend leur arrivée. Il quitte une partie de ses hommes pour maintenir la pression sur la ville et mène une autre partie de son armée à leur rencontre. La confrontation a lieu près de la rivière Berre, entre Narbonne et la mer. Les Francs, mieux organisés, tendent une embuscade et écrasent l'armée andalouse. Les chroniques racontent que de nombreux soldats ennemis furent tués ou se noyèrent dans les marais et les eaux du fleuve. Cette victoire de la Berre empêche la libération de Narbonne, mais elle ne suffit pas à la prendre. Charles Martel poursuit le blocus. Mais les mois passent et la ville tient bon. Les murailles résistent,
La mer apporte toujours du ravitaillement et les Francs manquent de machines de siège capables de percer les défenses. Il n'y en a pas à l'époque. En plus, le chef franc apprend que la situation se complique ailleurs. Au nord, le duc d'Aquitaine Hunald conteste son autorité. À l'est, le comte Moronte de Provence s'est allié à Al-Andalus. Rester trop longtemps devant Narbonne serait risquer de perdre le contrôle d'autres régions. Alors Charles Martel prend une décision stratégique. Il lève le siège. Mais avant de repartir, il mène une campagne de représailles. Les villes de Béziers, Agde, Nîmes et Maguelone sont prises, voire incendiées. Ces attaques visent à affaiblir durablement la région et à couper Narbonne de tout soutien local. Quand Charles Martel remonte vers le nord, Narbonne n'est pas tombée, mais elle est isolée. Les renforts venus d'Espagne ont été détruits. Les cités voisines sont ruinées. Les élites locales commencent à se détourner du pouvoir d'Al-Andalus. Le siège de 737 n'est donc pas une victoire complète, mais c'est un succès stratégique. Il marque le début du recul du pouvoir andalou musulman au nord des Pyrénées. 20 ans plus tard, le fils de Charles Martel, Pépin le Bref, reviendra terminer ce que son père avait commencé. En 759, Narbonne tombera enfin, grâce au soutien de la population locale, et la présence musulmane prendra fin au nord des Pyrénées. Le siège de Narbonne n'a pas offert à Charles Martel la gloire éclatante qu'il espérait. Mais il a posé une pierre essentielle dans la construction du royaume franc et dans le recul progressif d'Al-Andalus vers le sud. Ce n'est pas une victoire éclatante, c'est une victoire du temps.